Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse, et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. À plusieurs reprises dans un projet, parce qu'on le découvre en l'écrivant, nous avons besoin de prendre un pas de recul et de repenser notre intention. On va se poser des questions comme qu'est-ce que je cherche à raconter, qu'est-ce que je veux dire à travers cette histoire, comment est-ce que je peux aller plus loin avec les éléments que j'ai déjà posés. C'est parce qu'une histoire, c'est comme une poupée russe. On croit qu'elle parle d'une situation et quand on arrive au bout de cette situation, quand on finit de raconter ce point de départ, on se rend compte qu'il y a une autre situation et une autre et une autre. Sauf que c'est pas juste des situations, sinon ça ressemblerait à un catalogue d'événements traversés par le personnage. Ces situations, elles sont l'incarnation, souvent la métaphore d'aspects thématiques, d'aspects du vécu émotionnel des personnages, des sensations et des émotions qu'on veut donner au lecteur. Et en avançant, dans la rédaction, dans l'exécution du projet, on se rend compte qu'il y a d'autres aspects auxquels on n'avait pas encore pensé, dont on n'avait pas pris conscience, des nuances que le projet n'a pas encore touchées. Mais comme on ne les avait pas vus avant d'écrire, on ressent le besoin de faire une pause dans la production et de se demander qu'est-ce que je ne vois pas encore sur le projet. Et ça se manifeste souvent comme ça, on écrit et tout d'un coup, il y a comme une agitation, une dispersion en nous. L'écriture qui était fluide la veille patine, elle avance plus. On remet en question le projet, on commence à se dire qu'il y a une meilleure idée ailleurs. Parfois, c'est juste qu'on a besoin de se changer les idées parce qu'à force d'être confronté au projet ou d'être avec le projet, on sature. Et ça peut être pas mal de faire une pause, d'aller prendre l'air, de faire une soirée, de faire autre chose pour revenir frais. Parfois, c'est qu'on doit laisser mûrir des idées dans notre inconscient. Mais souvent, c'est parce que nous sommes arrivés au bout de notre compréhension de l'histoire telle qu'elle nous est venue. Par exemple, imaginons que j'ai l'idée d'un jardinier qui part au Japon pour étudier les jardins japonais parce qu'il est fasciné par les aménagements paysagers zen, qui veut pouvoir les ressentir directement plutôt que simplement en photo et les intégrer à sa pratique occidentale. Je peux aimer l'esthétique qui se dégage de ce projet, je peux présenter qu'il a un potentiel d'action et d'émotion suffisant pour justifier que je me lance dans la rédaction d'une histoire. Je peux me représenter déjà la fascination et l'apaisement que je veux que le personnage, et à travers lui le lecteur, ressente quand il sera face au jardin japonais. J'imagine déjà des scènes de son arrivée au Japon, des scènes de dépaysement total qui le mettront dans un état presque de subjugation. À partir de là, je peux établir un plan rapide. Le départ du jardinier avec son attente, l'expectative, l'annonce de l'objectif, son arrivée avec son trop-plein de sensations étrangères, son sentiment de débordement, d'impuissance même face à une culture qu'il ne maîtrise pas, face à un langage qu'il ne comprend pas, une écriture qu'il ne sait pas déchiffrer. Et puis les sons, les parfums, les sensations d'un pays nouveau, tout ça qui vient submerger ses sens. Et puis le premier jardin, dans un coin préservé de la ville, l'émerveillement, l'apaisement est comme une forme d'évidence. Ça, c'est mon point de départ. C'est ce que j'appelle le potentiel du projet. Si je suis capable de me projeter de cette façon-là, alors je peux me lancer dans l'écriture. Alors je raconte ça. J'écris, je détaille les premières scènes, je bute sur quelques points de description, quelques points de détail, mais ce n'est pas les chaos dont je parle aujourd'hui. Ces moments de résistance du projet. Là, c'est simplement des problématiques d'écriture comme on sait en résoudre régulièrement dans un projet. Donc mettons que je fasse mes recherches et mettons que j'arrive au bout de cette première réalisation du projet. Il est face à son jardin, il ressent son évidence, son apaisement et pourtant j'ai le sentiment que quelque chose n'est pas fini. Qu'il manque un je ne sais quoi, sur quoi j'arrive pas tout à fait à mettre le doigt au projet. Pourtant j'ai respecté mon plan, j'ai bien réussi à donner vie à l'univers dans mon écriture, j'ai fait naître des personnages, le protagoniste a traversé ses émotions. Mais il manque du fond. Il manque de la densité. Et j'ai ce sentiment que quelque chose n'est pas encore présent, que le potentiel réel du projet n'est pas atteint. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir besoin de faire un pas en arrière. D'abord, ça s'exprime par cette sensation de blocage ou d'évitement, où je pense au projet, je veux y travailler, mais j'y arrive pas, je fais autre chose, je procrastine, je travaille autour, je travaille à la marge, je change un peu des formulations, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et j'arrive pas à me l'expliquer parce que quand on est dans le projet, on ne s'explique pas facilement comment il bloque, comment il se dérobe à notre compréhension. Et comme une mouche qui se jette avec obstination contre une fenêtre, nous nous jetons sur la page et rien n'en sort. C'est parce que ça demande de prendre une décision consciente, de prendre la décision de sortir de la production, qui est un mode de relation au projet particulier, et de revenir à la conception. C'est ce qu'on appelle avoir le nez dans le guidon,
quand on est dans le projet en train de rédiger, quand on a notre idée, qu'on veut juste aller la voir, on veut juste aller être au contact du personnage, au contact de l'univers, on développe, on écrit, et on ne voit plus finalement la vision d'ensemble. Et il faut relever la tête, englober la totalité du paysage, lâcher le regard qui est posé sur nos pieds et viser l'horizon à nouveau. En matière d'écriture, ça se traduit par le fait de sortir de l'expérience sensorielle de l'histoire. C'est ce qu'on fait quand on raconte, quand on est en train de rédiger nos scènes, d'exécuter nos intentions. On est en train d'entrer dans le détail du ressenti. Donc on sort de l'expérience sensorielle et on revient à une expérience plus abstraite, plus conceptuelle du projet. Et on se pose la question, qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que je n'ai pas encore raconté? Qu'est-ce que je peux raconter d'autre pour aller plus loin avec cette histoire? Et très souvent, la réponse, elle ne se trouve pas à l'extérieur du personnage. Elle ne se trouve pas dans des nouvelles péripéties. On ne va pas se dire, maintenant qu'il a vu le jardin, il va aller voir le grand mont Fuji, et puis ça va être formidable pour lui. Non, la réponse, elle va se trouver souvent dans les enjeux du protagoniste et dans son chemin de transformation. Qu'est-ce que cela change pour mon jardinier de rencontrer le Japon? Et pourquoi le Japon? Comment cette esthétique précise, comment ce rapport à la nature précis touche-t-il mon personnage? On va toujours se poser cette question. Comment l'histoire que vit mon personnage le touche? Qu'est-ce qu'elle réveille en lui? Qu'est-ce qu'elle met en mouvement? Qu'est-ce qu'elle révèle de lui qui n'était pas encore présent, pas encore conscient, peut-être pas encore mûr dans sa psyché? Souvent, c'est une fragilité. On a des personnages qui sont riches de vulnérabilité. Parfois, c'est un potentiel enfoui, c'est quelque chose que le personnage portait, mais qui n'était pas encore prêt à sortir, qui est encore en germe. Ça peut être un aspect de sa personnalité, de ses ambitions, de ses rêves, quelque chose qui était masqué, ou quelque chose qui simplement se dévoile au contact de l'histoire qu'on lui fait vivre. Il y a eu une époque dans la littérature et le cinéma où toutes les histoires ramenaient les personnages à des traumatismes d'enfance. C'est la grande vogue de la psychanalyse, on avait une vision assez limitée quand même de la psyché, où finalement il n'y avait que des traumas d'enfance et qu'il fallait les résoudre et qu'il fallait les rendre apparents. Et toutes les histoires, ou en tout cas une grande partie des histoires, reposaient là-dessus. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin pour que l'histoire ait du sens, pour qu'elle ait un pouvoir de transformation fort, pour qu'elle vienne toucher quelque chose de sensible et de signifiant chez le personnage. On n'a pas besoin d'éclairer avec l'histoire le passé du personnage. On a juste besoin d'éclairer son présent. C'est pour ça que j'insiste vraiment. Ce qui se dévoile du personnage, parfois, c'est simplement quelque chose qui naît grâce à l'histoire. Peut-être une nouvelle vocation, peut-être un nouveau regard porté sur le monde, peut-être un nouveau regard porté sur lui-même. Et parfois, en éclairant ce présent, on peut aussi éclairer l'avenir. Peut-être qu'à partir de ce que va vivre mon personnage au Japon, son avenir va changer. Si on raconte une histoire, c'est parce qu'elle représente un moment de bascule dans la vie d'un personnage. Elle est fondatrice de quelque chose, ou alors elle est pivot de quelque chose pour ce personnage. Et souvent, quand nous, auteurs, on entre dans les histoires, on y entre par la surface. On y entre par une situation, comme mon jardinier et ses jardins zen. On peut y entrer par un personnage à qui on a envie de faire vivre quelque chose, dont on a envie d'explorer le caractère. On peut y rentrer par des concepts. Une des théories qui existe sur l'origine des histoires dit qu'elles nous viennent parce qu'elles sont un moyen pour notre psyché à nous de faire monter à notre conscience des motifs de nos existences qui sont importants pour nous, mais auxquels on n'a pas forcément accès de manière frontale. Et la situation, l'histoire, l'axe dramatique, le personnage, l'univers qu'on met en place, tout ça, ce ne sont que des métaphores. Ce sont des véhicules qui nous permettent d'accéder à une sensibilité en nous qui nous est propre et qui est reliée pour nous à ces motifs-là. Et l'histoire, elle sera vraiment complète pour nous que lorsqu'on aura transformé cette métaphore en lui permettant de transformer le protagoniste. Sinon, on reste à distance. Et l'histoire, elle n'est pas terminée. Elle peut être finie d'un point de vue technique. Le personnage peut avoir été de son point A à son point B. Il peut avoir réalisé son objectif. Mais nous, il va nous manquer quelque chose. Et souvent, au milieu de l'histoire, on a ce phénomène-là que j'appelle la verticalisation du conflit, qui consiste à passer d'un conflit externe, comment est-ce que je vais, je sais pas moi, trouver mon chemin dans le Japon, à une tension interne. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi d'être face à ce jardin, à ce moment-là de ma vie? Comment est-ce que ça ouvre mon regard? Comment est-ce que ça change mon regard? Sur le monde, sur moi-même, sur ce que je veux faire, sur comment je veux être dans le monde? De quoi le jardin japonais se fait-il l'écho pour mon personnage? Et à travers mon personnage, de quoi se fait-il l'écho pour moi? Si j'ai choisi cette esthétique, si j'ai choisi cette manière d'entrer en relation avec le Japon, ces étapes de récit, l'arrivée dans une métropole bruyante, la brutalité du dépaysement, l'apaisement qui suit, rien de tout ça n'est là par hasard. Tout ça est là parce que ça vient chercher quelque chose en moi, ça obéit à une certaine géographie sensible en moi qui fait vibrer des cordes émotionnelles et psychiques à l'intérieur de moi. Et je les ai choisis, ou disons plutôt que ma créativité a choisi ces motifs
parce que je n'y suis pas insensible et parce qu'ils occupent dans mon imaginaire des places bien particulières. Que j'ai pas besoin de savoir articuler, j'ai pas besoin de mettre des concepts dessus, j'ai besoin de savoir les ressentir. Et quand on est à ce stade du projet, quand on est arrivé au bout de notre trajectoire initiale et qu'on a un sentiment de manque, de pas assez, de pas abouti, on a tout intérêt à observer comment précisément les différents aspects de l'histoire nous touchent. De quelles questions de fond, pour nous, sont-ils le symbole ? Comment est-ce qu'on vibre avec ces motifs-là ? Quel est tout l'imaginaire qui existe pour nous autour de ces motifs-là ? Et comment est-ce qu'on peut ensuite transmettre cette question existentielle, ou cet imaginaire, cette sensibilité, comment est-ce qu'on peut les transmettre à notre personnage et les lui faire vivre, faire en sorte qu'il les incarne, qu'il les porte et qu'il les développe, qu'il aille les amener finalement à quelque part, on ne sait pas où. Et c'est ça qui se passe quand, plusieurs reprises dans le projet, on a l'impression de bloquer, on a l'impression de ne plus savoir où on va, on commence à douter du projet. C'est souvent qu'on a besoin de soulever une couche, un voile, de dévoiler une partie du projet qui n'était pas encore consciente. Et ça, on peut le faire que parce qu'on écrit. C'est pas quelque chose qu'on peut faire vraiment en avance. On peut réfléchir au projet intellectuellement, conceptualiser le projet en amont, mais il y aura toujours quelque chose qui va se passer dans la rencontre avec la matière, parce qu'on va rentrer dans la sensorialité de l'univers et dans la sensibilité que ça génère en nous. Il y aura toujours quelque chose qui va se dévoiler par l'écriture. Et c'est important d'être à l'écoute des mouvements que ça génère à l'intérieur de nous, de ces temps où on a besoin de reprendre un peu de recul et de se demander, mais en fait, qu'est-ce que je suis vraiment en train de raconter ? Et comment est-ce que je peux le faire raconter par mes personnages ? Et ça, c'est vrai de nos projets d'écriture, c'est aussi vrai de ce podcast. Plus j'avance, plus je me demande, mais en fait, de quoi est-ce qu'il est le véhicule ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'exprimer ? Quelles questions est-ce que j'ai envie d'aborder ? Quelle transformation j'ai envie d'apporter à travers ce podcast ? Et j'ai pas les réponses. Et je crois que c'est important dans notre métier aussi de savoir rester avec les questions et de laisser les réponses émerger d'elles-mêmes de la pratique. Et toutes ces questions, c'est des questions auxquelles les prochains épisodes, j'espère, répondront, en tout cas tenteront de répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.